Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous allons parler de la vie quotidienne avec une maladie auto-immune, mais en contexte Covid. Et pour bien sûr parler de ce sujet, des professionnels de santé, un témoignage et puis aussi la présidente de l'association Lupus Guadeloupe. Tout de suite, place aux invités. Et juste avant de saluer nos invités, j'aimerais vous remercier, chers téléspectateurs, d'être au rendez-vous malgré ce petit retard, un retard justifié. Vous savez qu'à partir de demain, Canal 10 sera au cœur du Tour de la Guadeloupe. Et puis, bien entendu, il y avait des tests. Il fallait gérer tout le nouveau matériel pour vous donner un bon rendu à partir de demain. Et puis, vous dire que tout est réglé et que Canal 10 sera bien au cœur de cet événement, le Tour de la Guadeloupe. Voilà, et puis merci aussi à vous, chers invités, puisque vous êtes là depuis 19h30 et vous avez patienté parce que vous savez qu'à partir de demain, ce sera l'événement du côté de la Guadeloupe. Ce soir, dans l'émission Santé 10, nous parlons de la vie quotidienne avec une maladie auto-immune en contexte Covid. Ce n'était pas une mince affaire, n'est-ce pas? Et donc, il a fallu gérer plein de choses. Et pour en parler, on a avec nous le docteur Elourimi. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, comment allez-vous? Bien, merci. Et comment se porte toute l'équipe du CHBT? C'est très gentil de demander, ils se portent bien. Je les salue, je les remercie. C'est une équipe avec qui je travaille depuis 3 ans et qui sont super, qui travaillent comme des fous, et on a été sollicité avec le Covid tout l'été. Et donc vraiment, ils ont fait un travail formidable. Une équipe qui s'accroche et qui continue à s'accrocher parce que ce n'est pas tous les jours facile. Voilà, donc on salue vraiment toute l'équipe du CHBT. On dit bonsoir à Nicole. Comment ça va, Nicole? Ça va, Brigitte. Nicole Tripoli, qui est la présidente de l'association Lupus Guadeloupe. Tous les membres de l'association se portent bien? Ça va, aux dernières nouvelles, oui. Il y avait quand même un membre du bureau qui a eu le Covid, et elle se rétablit doucement, mais sinon tout le monde va bien. Doucement mais sûrement, dit-on. Oui. Juste à côté de vous, on a Valérie Coltin. Qui va nous porter son témoignage. Donc Valérie a une maladie auto-immune et a eu le virus. Donc on va en parler ce soir. Juste avant, docteur, est-ce qu'on pourrait rappeler aux téléspectateurs ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Alors, les maladies auto-immunes sont un groupe de maladies assez nombreuses qui touchent les enfants et les adultes, principalement les adultes, principalement les femmes malheureusement, et qui sont des maladies qui sont liées à un dérèglement du système immunitaire. Donc il faut rappeler que le système immunitaire, ce sont un système très complexe de protéines et de cellules qui sert à lutter contre les infections, contre tout ce qui est étranger à l'organisme. Et donc lorsqu'on a une infection comme une bactérie, notre système immunitaire produit des anticorps, des protéines qui vont aller essayer de détruire cette bactérie. Et donc quand il y a un dérèglement, ces anticorps reconnaissent les propres cellules de l'organisme comme étrangères, et donc il y a une interaction entre le système immunitaire et les cellules de la peau, des articulations, du cœur, du poumon, et donc on a une maladie qui se crée d'auto-immunité, et donc on se retrouve avec une atteinte inflammatoire sur ses propres organes. Et donc pour lutter contre l'activité de la maladie, il va falloir faire baisser l'activité du système immunitaire en utilisant des traitements spécifiques qui ont cet effet-là. Docteur, est-ce qu'on peut citer quelques maladies auto-immunes qu'on retrouve souvent, surtout chez nous en Guadeloupe? Alors, le lupus érythémateux systémique, ou le lupus tout simplement, est une maladie qui est très présente en Guadeloupe, qui touche beaucoup de gens. Il y a aussi la sclérodermie, le syndrome de Gouge-Rojogren, il y a les myopathies inflammatoires. Il y a tout un grand panel de maladies qui sont certes rares, mais comme c'est des maladies chroniques, c'est des maladies qui ont un impact majeur sur
toute la vie d'un patient et donc qui nécessite vraiment une prise en charge assez complexe et et projetée sur le long terme. Nicole, vous êtes la présidente de l'association Lupus Guadeloupe. Juste avant de rentrer dans le vif de notre sujet, est-ce qu'on pourrait présenter à nouveau cette association? Je crois qu'il est important de commencer par là. Oui, bien sûr, Brigitte. L'association elle a été créée en 2014, donc sous l'impulsion de quelques bénévoles, bien sûr. Et aujourd'hui, on va dire environ une centaine d'adhérents et sympathisants qui composent l'association. Depuis 2014, on a fait beaucoup de médiatisation sur cette maladie. C'est d'ailleurs l'objet premier de l'association, c'est de médiatiser, de faire connaître et reconnaître cette maladie auto-immune. Et par cet objet, donc, nous avons eu pas mal d'activités de communication, d'activités, d'ateliers également. On a une journée que nous marquons chaque année, qui est la journée mondiale du lupus, qui est fêtée normalement le 10 mai. Malheureusement, l'an dernier, on n'a pas pu la faire. Cette année, on essaye de la faire par d'autres moyens avant décembre 2021. Donc, on est là surtout pour accompagner également les personnes atteintes de maladies auto-immunes, non pas seulement du lupus, mais toutes les maladies dont vient de citer Dr Elohimi. Les accompagner surtout de sortir de l'isolement, les accompagner également au niveau des démarches administratives, de la reconnaissance au niveau de la MDPH, ou encore la demande de 100%, de prise en charge à 100%, ou encore l'accompagnement lorsqu'elles ont envie de se libérer. Voilà, elles contactent l'association. On a joué fortement, je tiens vraiment à remercier les adhérents par rapport à ça. L'an dernier, on a eu ce problème de comprimés, de plaquenil tout au début du Covid. Et il y a eu un élan de solidarité au sein de l'équipe qui a été formidable. L'un a pu soutenir l'autre dans leurs difficultés pour pouvoir trouver le médicament tant recherché. C'est très important de le dire. C'est très important de le dire. Valérie, vous avez la maladie du lupus. Et durant cette période de pandémie, vous avez eu le virus. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors déjà, est-ce qu'avant d'être malade, vous aviez commencé à vous renseigner sur ce que ça peut être pour quelqu'un qui a une maladie auto-immune? Est-ce qu'il y a des choses peut-être à ne pas faire? Voilà, est-ce que vous êtes posé déjà ces questions avant d'être malade? Donc effectivement, avant d'être malade, je commençais déjà à me renseigner parce que je suis aussi secrétaire de l'association Lupus Guadeloupe. Donc on a tenu pendant cette période de Covid à rester quand même en contact avec les adhérents, à transmettre le maximum d'informations sur la maladie, les conduites à tenir, les évolutions, on a parlé également vaccins et tout. Et c'est vrai qu'on était vraiment à l'écoute et c'était très important pour nous de rester informés et d'informer les autres. Donc oui, j'ai fait des recherches, on a échangé avec le docteur Elohimi, nous avons échangé aussi avec les autres médecins, les hôpitaux d'ici, de métropole. Donc on a une fiche que l'on reçoit régulièrement de la filière Alliance Maladies Rares qui nous a donné des informations et qu'on transmettait systématiquement aux adhérents. Voilà. Très bien. Alors, quand vous avez été malade, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, c'est vrai que je m'y attendais pas parce que j'ai toujours pris toutes mes précautions, je faisais attention. Est-ce que ça veut dire que vous étiez vacciné? Non. Pas encore. D'accord. J'y réfléchissais. D'accord. J'y réfléchissais, mais je ne l'étais pas encore. D'accord. Et donc j'ai commencé à avoir quelques symptômes, notamment le nez encombré, un petit peu de fatigue. Et donc je n'ai pas tardé, en quasiment 2 jours, je me suis fait tester. Et bien sûr, le résultat est tombé comme un coup de massue. Parce qu'on se dit comment, pourquoi et surtout comment on va faire. Vous avez paniqué un petit peu quand même? Un petit peu sur le coup, mais j'ai essayé quand même de tenir bon parce que j'ai un petit garçon
et que je ne voulais pas qu'il me voie dans cet état. Donc je me suis dit non, il faut que je tienne le coup et il faut que je reste forte et qu'il y a des possibilités. Donc j'ai tenu à informer le docteur Elohimi rapidement, très rapidement, qui m'a donné la conduite à tenir, ainsi que mon médecin traitant. Et comme j'aime le dire, tout ce que le docteur Elohimi a dit dans le déroulement, ça s'est passé exactement comme il l'a dit. C'est-à-dire que les 7 premiers jours, ça a été plus ou moins. Bon, toujours quelques petits signes, mais pas grand-chose. Mais à partir du 7e, 8e jour, c'est là que tout s'est dégradé. Vraiment, la situation s'est dégradée. Donc, il m'avait déjà prévenu ce qu'il fallait faire. Et j'ai suivi ses conseils à la lettre. Bon, ça a été compliqué quand même, puisque j'ai dû augmenter mes corticoïdes. De beaucoup. Donc j'étais à 5 mg, on est passé à quand même 40, donc multiplié par 8. Ah oui, multiplié par 8. Voilà, donc ça fait énormément. On a gardé le traitement de base et on a enlevé les immunosuppresseurs. Donc on a enlevé ça et pendant la période, j'ai quand même eu droit à des piqûres d'anticoagulants, un petit peu d'antibiotiques également, mais ça n'a pas empêché que j'ai eu des gènes respiratoires et je suis restée quelques jours sous oxygène à la maison. Docteur Elohimi, une personne qui a une maladie auto-immune et qui attrape ce virus, c'est particulier, c'est une façon particulière de traiter ces patients? Oui, tout à fait. C'est une situation très particulière. Alors, je remercie Valérie parce qu'elle a expliqué tout ce qu'il fallait faire, c'est parfait. Elle a tout bien retenu. Donc effectivement, les patientes qui ont une maladie auto-immune sont fragilisées de par la nature de leur maladie. C'est une comorbidité, c'est une maladie qui touche les organes. Donc il y a des patientes qui sont très 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 fragiles parce qu'elles ont subi des années et des années d'atteinte d'organes. Mais aussi par la nature des traitements, parce que c'est des traitements qui diminuent, comme je l'avais expliqué, donc l'activité du système immunitaire pour justement baisser l'activité de la maladie. Et donc forcément, quand on baisse l'activité du système immunitaire d'un patient, on l'expose un petit peu, on le fragilise sur le plan des infections. Donc les patientes qui ont une maladie auto-immune sont plus à risque de faire des formes graves de maladie auto-immune, de Covid, pardon. Donc ce qu'il faut faire, et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'il y a certains traitements qu'on peut tout à fait garder. Donc il est tout à fait important de garder les corticoïdes parce que les corticoïdes sont un des traitements fondamentaux de la prise en charge du Covid. Mais après le 8e jour, donc là c'est un petit peu compliqué parce que le Covid il a 2 phases en fait. La première phase, les 7 premiers jours, il y a une multiplication du virus dans l'organisme du patient. C'est ce qu'on appelle la phase de réplication virale. Et après le 8e jour, c'est le système immunitaire du patient qui attaque le virus. Et donc là, c'est pour ça que le poumon devient le siège d'inflammation, qu'on a les fameuses taches blanches au poumon. C'est pas le virus, c'est le système immunitaire qui combat le virus dans le poumon et ça fait des dégâts collatéraux. Donc on se retrouve avec des patients qui sont en détresse respiratoire parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On donne justement des fortes doses de corticoïdes quand les patients sont hospitalisés. Donc les patients qui ont une maladie auto-immune, ils ont des corticoïdes de base. Donc ils gardent leur dose habituelle jusqu'au 8e jour. Ils peuvent déjà l'augmenter dès le début, mais c'est mieux d'attendre le 8e jour. Donc c'est ce que j'avais expliqué à Valérie au téléphone. Et surtout, par contre, il est important de faire un arrêt temporaire des traitements immunosuppresseurs comme le méthotrexate, l'Immurel, qui sont les traitements de fond que toutes les patientes connaissent bien et qui ont eu de nombreuses années. Donc effectivement, il y a toute une procédure parce que c'est des patientes plus fragiles, qui font des formes plus graves et qui peuvent avoir des complications très rapides. Donc c'est sûr que on était très inquiets pendant toute la phase Covid de tous les patients qui sont en Guadeloupe, qui ont une maladie auto-immune. Tout à fait. Nicole, quelles sont les questions qu'on se pose quand on est dans une situation pareille, une situation sanitaire pareille, quand on nous parle de vaccination, quand on sait qu'on souffre d'une maladie auto-immune, quelles sont les questions qu'on se pose et quelles sont les questions qu'on a envie de poser? C'est les mêmes questions qui reviennent le plus souvent. D'ailleurs, Valérie en a parlé, à savoir est-ce que je maintiens mon traitement, d'autant plus qu'on les sous cortisone ou encore avec un immunosuppresseur. On se pose la question, est-ce que ça sera suffisant, est-ce que le vaccin ne va
avec l'immunosuppresseur, est-ce qu'il sera vraiment efficace, ou encore est-ce que je suis vraiment à risque à infection. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment maintenu des informations, fait passer des informations par l'intermédiaire de Alliance Maladies Rares qui nous faisait parvenir les fiches de recommandation, et on insistait là-dessus pour vraiment adopter les gestes barrières, bien se laver les mains, porter le masque, et aussi des recommandations sur le vaccin. On donnait que c'était important ou pas. Quels étaient, alors je demande à Nicole parce que souvent les gens se retournent vers l'association. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouvait plus comme interrogation? Est-ce que je dois prendre le vaccin? Ça, c'était pratiquement tous les jours. Est-ce que je dois prendre le vaccin ou pas? Donc voilà, c'est la question qui revenait souvent. Est-ce que, Valérie, au moment où vous avez été malade, est-ce que vous avez eu l'instant d'un moment le regret de ne pas être allé prendre le vaccin? Oui, je dirais que oui, parce que c'est vrai que j'y pensais et je ne m'étais pas encore organisée convenablement pour. Et je me suis dit, mince, peut-être que si j'avais fait le nécessaire plus rapidement, peut-être que j'aurais pas été dans cet état. Voilà. Parce que vous, docteur, les personnes ayant une maladie auto-immune font partie de ces personnes qu'on appelle des personnes fragiles. C'est ça. Bien évidemment, bien sûr, hein, c'est courageux de Valérie de dire que tu avais voulu faire que tu aurais voulu faire le vaccin, parce que c'est pas, voilà, c'est dans tout ce contexte, c'est des positions qui sont dures à dire. Donc moi je le dis aussi, je le dis à tous les patients que j'ai en consultation, à tous mes amis, ma famille, mes proches, pour moi-même, hein, on est en tant que personnel de santé, on est vacciné, mais bien sûr que le meilleur moyen de ne pas attraper le virus aujourd'hui, la vaccination reste vraiment essentielle. Ça protège plus que les gestes barrières. Avec le variant Delta, on a une protection à 90% quasiment. Donc c'est vrai que se vacciner, surtout quand on est fragilisé par une maladie auto-immune, hein, c'est ce qui va vraiment protéger les patients. Donc moi je dis souvent qu'il y a un risque individuel pour se protéger soi-même, ses proches, sa famille. Donc là c'est la gestion individuelle de son risque. Puis après il y a tout le collectif pour la Guadeloupe, mais là c'est un autre débat qui est plus politique et c'est pas à moi d'en parler. Oui, mais en tout cas pour le risque individuel, c'est sûr que la vaccination est recommandée pour les patients atteints d'une maladie auto-immune. Alors la grande question que posait Nicole, c'est est-ce que lorsqu'on a déjà un traitement immunosuppresseur, le traitement d'une maladie auto-immune, est-ce qu'il y a des interactions entre ces traitements et le vaccin? Et donc la réponse c'est que, alors c'est compliqué parce que effectivement, il n'y a pas de risque particulier de ces associations. Le vaccin avec un traitement immunosuppresseur ne pose aucun problème. Le seul souci, c'est que certains traitements sont tellement forts sur certaines phases de la maladie que le vaccin, c'est pas qu'il va pas marcher, mais il va pas entraîner une réponse immunitaire parce qu'on a tellement freiné le système immunitaire que malheureusement il va pas déclencher la protection qu'est censée être l'efficacité du vaccin. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une recommandation maintenant qui est assez récente de faire une 3e dose pour les patients qui ont un traitement immunosuppresseur. C'est dès le méthotrexate, hein, donc c'est pour beaucoup de patients qui ont ce traitement-là, donc c'est quand même, allez, on va dire la moitié des patients qui ont un lupus, hein, facilement. Hein, on est déjà dans un schéma à 3 doses. C'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour compliquer la vie des patientes, c'est parce que justement, on se rend compte qu'à 2 doses, elles ne sont pas assez protégées au bout de plusieurs mois, et donc ça permet vraiment de garder une immunité protectrice et durable. Et donc le schéma est passé à 3 doses depuis le début de l'été en fait. Nicole, vous avez eu l'impression dans l'association que durant cette période, que les gens avaient besoin encore plus d'être accompagnés? Oui, parce que déjà, avoir une maladie auto-immune, on a déjà, c'est une maladie immunodéprimée, bien ça, hein, docteur Elbeni, donc qui en a un stress déjà important. Et l'arrivée du Covid a engendré ce stress encore plus important. Donc l'accompagnement, oui, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de questions, beaucoup de peurs.
énormément de peur. Est-ce que si je prends le lupus, est-ce que je prends le vaccin, est-ce que je serai encore là, et est-ce que ça va pas me rendre encore plus malade? Voilà, beaucoup de questions de ce type-là. Et ça a engendré un stress. On peut dénombrer le stress, le manque de sommeil, la perte de confiance aussi. Il y a certains qui m'ont dit qu'ils ont perdu appétit avec tout le stress engendré. Voilà, donc oui, il y a eu quand même un déséquilibre. On l'a déjà avec la maladie en elle-même. Mais là, plus le Covid, ça a encore fait vraiment effet boule de neige, qui était beaucoup plus important. Voilà. Nicole, Valérie, comment avez-vous... quelle stratégie vous aviez pour accompagner au mieux toutes ces personnes, puisque la situation était quand même particulière, il n'y avait pas de rassemblement, vous ne pouvez pas voir vos amis, vos collègues, vous ne pouviez pas, et donc c'était particulier. Il fallait rassurer, il fallait faire, entre guillemets, le job, mais sans pour cela être en face de l'autre. Et quelle meilleure manière de rassurer quelqu'un, c'est bien d'être en face et de lui dire les choses dans les yeux, sauf que là, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Bon, on a fait avec les moyens du bord, on a créé le groupe WhatsApp qui nous a vraiment, vraiment beaucoup aidés. Et quand les adhérents avaient besoin de parler, ils nous appelaient, soit Valérie ou moi-même, et on était un peu la cellule d'écoute, enfin l'accompagnement pour pouvoir éviter justement ce déséquilibre. Peut-être que la personne a un lupus en calme relatif, et il suffit qu'avec ce surcroît de stress puisse se trouver un poussé. Donc on était là pour écouter, accompagner le plus que possible, donner le conseil, d'essayer de donner des alternatives pour essayer de faire réduire justement ce taux de stress important. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais on va reprendre nos activités. On a repris nos activités depuis le mois d'octobre. Oui, on va mettre en place certaines choses. On va en parler en fin d'émission. Oui. On va vraiment parler de tout ce que vous allez mettre en place prochainement. Oui. Et surtout nous laisser aussi des contacts si on veut rentrer, si on veut en tout cas en savoir plus sur le programme de l'association et de ce que vous faites. Valérie, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va nettement mieux. Donc, j'ai pu reprendre mes activités. C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que on a toujours, j'ai envie de dire, un petit reste. Parce que il y a de la fatigue qui persiste. Il y a d'autres petites contraintes qui sont encore là, mais avec lesquelles on arrive à s'habituer. Et puis, il faut reprendre, faut prendre un petit peu sur soi et se dire que bon, on a réussi à passer un cap. Donc il faut rebondir, faire des choses. Bon, moi, c'est vrai que j'ai essayé d'utiliser des choses qu'on avait chez nous aussi pour m'aider à reprendre un petit peu de force, pour reprendre mes activités, utiliser aussi nos petites plantes, et puis beaucoup de vitamines, reprendre un petit peu d'activité, mais vraiment au fur et à mesure, parce qu'on garde cette sensation d'essoufflement, donc c'est pas toujours évident, mais il faut que le corps reprenne son activité au fur et à mesure. Donc petit à petit je reprends les choses, et puis il faut continuer, c'est important. On n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. Docteur, je posais la question parce que nous savons qu'après Covid, il y a toujours des petites phases assez particulières, et moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que chez vos patients atteints de maladies auto-immunes, est-ce que le après est beaucoup plus compliqué? Alors je ne pense pas qu'on ait de données particulières sur un Covid plus long chez les patientes atteintes d'une maladie auto-immune par rapport au reste de la population générale. C'est que le Covid, c'est une maladie qui est totalement renversante, en tout cas que nous on ne connaissait pas il y a 2 ans, et qui nous surprend encore parce qu'elle est très inattendue sur plein d'aspects. Il y a des patients qui vont faire des formes extrêmement graves à 40 ans. J'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines tout l'été, et on a des personnes âgées de 85 ans qui vont s'en sortir avec pourtant une forme gravissime. Un patient atteint de maladie auto-immune ne prend pas plus de temps qu'un autre pour se remettre de la maladie, pas forcément. Je pense que c'est alors
Je pense dans la globalité, peut-être oui, parce qu'il est un petit peu fragilisé par son traitement immunosuppresseur, mais ça ressort pas forcément de manière évidente sur les études statistiques, sauf si peut-être qu'une étude le contredit, donc je sais pas absolument parfaitement, mais en tout cas moi de mon expérience clinique, j'ai pas vu des Covid longs chez toutes les patients auto-immunes. Ce qui se passe, c'est que les Covid longs, en fait, c'est des patients qui ont fait le Covid et qui vont vraiment avoir des symptômes qui vont se prolonger, bien que le virus a été éradiqué. Donc c'est la réponse inflammatoire qui continue pendant plusieurs mois. Donc on se retrouve avec des patients au bout de 6 mois qui sont encore en insuffisance respiratoire, qui ont encore besoin d'oxygène, qui n'ont pas du tout retrouvé leurs moyens physiques de pouvoir marcher, se déplacer, alors que le virus a été éliminé du corps. Et donc c'est la recherche encore actuellement dessus pour essayer d'identifier vraiment les causes, mais c'est une partie de la médecine qui est encore pas très bien identifiée. On sait que ça a un rapport avec le système immunitaire. Je n'ai pas de données précises qu'il y a plus de cas chez les patients auto-immuns et donc en tout cas c'est une préoccupation importante parce que là on est maintenant après 4 vagues, on commence à se poser la question à voir l'émergence de ces patients-là et ils sont actuellement en cours en fait d'exploration auprès des spécialistes maintenant, des centres de rééducation, des pneumologues, des médecins traitants qui revoient ces patients 3 mois, 6 mois après leur Covid et qui commencent un petit peu à identifier certains symptômes, tout à fait. Valérie, si vous aviez quelque chose à partager là ce soir avec certains téléspectateurs qui eux aussi sont atteints d'une maladie auto-immune et qui craignent le virus, qu'est-ce que vous auriez aimé leur dire ? Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Que c'est vrai qu'il faut pas nier que c'est quand même quelque chose d'important. D'accord ? C'est quelque chose d'important et quelque chose de grave. Qu'il faut faire attention, il faut prendre ses précautions et suivre, je le redis, c'est pas parce qu'il est sur le plateau, mais il faut vraiment suivre les recommandations de son médecin. Son médecin, c'est celui qui nous connaît le mieux et quand il nous diagnostique quelque chose ou qu'il nous demande de suivre certaines choses, il faut le respecter, ça c'est très important. Et puis, on n'est pas tout seul. C'est un petit peu notre slogan au niveau de l'association, on n'est pas tout seul. Ensemble, on est plus fort. Et nous, au niveau de l'association, je voulais rajouter tout à l'heure que maintenir le lien avec les adhérents, avec les malades, c'est ce qui est le plus important parce que ça donne de la force, ça donne du courage et ça nous permet de tenir parce qu'on voit qu'on n'est pas seul. Donc ça c'est important, ne pas rester isolé, ne pas rester seul. Valérie, durant cette période où vous avez été malade, comment ça s'est passé pour la famille ? Ils étaient très inquiets ? Oui, très inquiets parce que ma famille connaissent ma pathologie et c'est vrai qu'ils ont été très inquiets mais extrêmement présents. Et pour moi, c'est une grande force, ma famille, parce qu'ils sont présents, ils sont là à mes côtés depuis que j'ai le lupus et pendant la période de Covid, encore plus. Donc, et ça, c'est important parce que on se dit que il faut qu'on se batte parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont là, qui nous accompagnent, qui ont toujours une petite attention et ça fait extrêmement du bien. Donc, Nicole, au sein de l'association, alors vous êtes déjà vous-même une belle famille, cette association Lupus Guadeloupe, mais pendant cette période, vous avez eu à accompagner aussi les aidants, certains membres de la famille qui s'inquiétaient. Pas trop. Pas trop, non. Plus les adhérents que les aidants. Non, vraiment plus les adhérents. Docteur, durant cette période, vous avez été sûrement beaucoup plus sollicité que d'habitude. On ne pose pas la question. Oui. Voilà, ce n'est même pas une question. Dès qu'il y avait quelque chose, je l'appelle. Une adhérente nous contacte et nous dit, voilà, j'ai tel souci. Je lui envoie un message. Docteur Eloumi, quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de cette situation ? Il a vraiment très été sollicité, oui. Et puis, et merci à lui pour ça. C'est avec plaisir, c'est mon métier. Et puis, vous complétez un petit peu avec l'association. Bien sûr, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je remercie le travail de l'association parce que c'est...
Quand on soigne, quand on est spécialiste d'une pathologie, qu'on soigne, voilà, on fait ce travail tout seul, c'est pas du tout la même chose que quand derrière on est soutenu, aidé par une association qui regroupe toutes les demandes des patients, qui permet d'organiser les mille et une choses qu'on n'a pas le temps de faire dans une consultation, de diffuser des messages, d'aider les patients, d'organiser des événements. C'est pas moi tout seul dans mon petit bureau qui vais interagir avec 400-500 personnes, quoi. C'est impossible. Donc Nicole et Valérie font un travail extraordinaire au quotidien, en plus de leur travail, parce que c'est du bénévolat, c'est de l'association. Donc elles gèrent leur vie de famille, leur vie professionnelle, et puis après elles ont encore du temps à consacrer à leurs adhérents. Donc c'est extraordinaire. Moi, ce n'est que mon métier. Après 18h30, je ne le fais plus, mais elles ont cette double et triple casquette. Donc je les remercie effectivement. Docteur, si vous aviez un message à faire passer à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont une maladie auto-immune et qui se posent de nombreuses questions par rapport à la situation sanitaire et en rapport avec leur maladie, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'aimeriez-vous leur dire? Eh ben, je dirais vraiment ce que je dis tous les jours en consultation, c'est de penser, effectivement d'écouter les professionnels de santé, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui entraînent beaucoup de dégâts dans les hôpitaux, dans des vies qui sont brisées. C'est extrêmement triste. J'ai été en première ligne tout l'été sur la Covid au CHPT. C'était extrêmement dur pour les patients, pour leurs familles. Bref, ça c'est les périodes tristes qu'on veut tous oublier très très vite. Donc il faut écouter ces professionnels de santé, il faut interagir avec, comme disait Valérie, ses amis, ses proches des milieux associatifs qui donnent de très bons conseils. Il faut bien évidemment se faire vacciner quand on en a la possibilité, qu'on le souhaite, ne pas attendre, ne pas avoir peur. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur du vaccin, je veux le dire quand même haut et fort. Il y a plus de 5 milliards de gens qui sont vaccinés sur la planète. Il n'y a aucun effet secondaire majeur. Il n'y a pas eu des millions de morts comme des fois on peut le lire. Ce n'est pas vrai. Ça sauve des millions de vies, même on peut parler en milliards de vies sauvées maintenant, je pense. Donc voilà, ceux qui veulent se faire vacciner, ils se font vacciner, ils peuvent le faire sans rendez-vous. Il y a très très peu de contre-indications médicales à la vaccination, je le rappelle, parce que souvent c'est une vraie interrogation. Finalement, on se pose toujours la seule et vraie question, c'est est-ce que mon traitement me contre-indique, est-ce que mon état de santé me contre-indique? Et en fait, c'est que des cas d'allergie extrêmement graves qui contre-indiquent le vaccin, et certaines situations médicales aussi très très rares. Donc il faut en discuter avec son médecin, et si on n'a pas de problème de santé, on peut aller directement à la case vaccination pour être serein, pour être tranquille pour le reste des temps, des prochains mois, années en Guadeloupe. Docteur, quand une personne a une maladie auto-immune et voudrait vous voir, il faut passer d'abord par son médecin traitant et ensuite venir vous voir au CHBT, ou il y a une autre manière de faire? Alors c'est vrai que pour les consultations... C'est une question de Jacqueline, de Petit-Bourg. Bien sûr, je vais répondre à Jacqueline. Alors du coup, c'est vrai que on aime bien avoir le courrier du médecin traitant, parce que on ne travaille pas tout seul quand on est spécialiste à l'hôpital. On interagit avec la patiente, mais avec son médecin traitant. Donc, le fait qu'on ait un courrier du médecin traitant, on sait que le cas est un petit peu déjà filtré, les premiers examens ont été faits, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Et on a surtout un correspondant, donc on aime bien avoir un courrier quand il y a une vraie urgence. Nicole, on voit des patients souvent en urgence, on ne va pas chipoter sur la lettre du courrier, on ne va pas complexifier les choses, mais derrière c'est vraiment très utile d'avoir ce courrier-là. Donc c'est demandé par nos secrétaires, et après on prend un rendez-vous auprès du secrétariat du CHBT, de la médecine B, moi-même, et pas que moi. Je rappelle que j'ai deux confrères qui sont spécialisés en médecine interne, le docteur Baillet et le docteur Montagnier. Qu'on va recevoir prochainement. Bien sûr, qui sont aussi spécialistes en médecine interne et qui s'occupent de la filière maladie auto-immune en Guadeloupe, qui voit autant de patientes qui ont des lupus tous les jours en consultation, parce qu'il y a une vraie équipe derrière tout ça. Alors il y a Maryse de Baïf qui demande si les traitements pour les maladies auto-immunes peuvent rendre les femmes stériles. Alors, c'est une question qui est complexe et qui doit s'analyser au cas par cas. Alors, il y a un traitement
On utilise dans de très rares cas, c'est un traitement hospitalier uniquement pour les formes très très graves qui s'appelle l'endoxan, qui peut entraîner une baisse de la fertilité. Donc il est utilisé avec extrême précaution. En fait, on va calculer le nombre de doses et on a des protocoles pour essayer de diminuer ce nombre de doses. On l'utilise dans les lupus avec des formes très graves. D'autres traitements n'entraînent pas de baisse de la fertilité, mais sont impossibles à avoir pendant une grossesse. Et donc souvent la question associée, c'est est-ce qu'avec ce traitement, avec un lupus ou avec certains traitements, je peux avoir une grossesse, avoir un enfant? C'est tout à fait possible, à la seule condition de pouvoir anticiper un petit peu, enlever certains traitements de l'ordonnance 3 mois avant, les remplacer par des traitements qui sont compatibles avec une grossesse. Et après, en fait, on fait sa grossesse si on a besoin de ce traitement, avec un traitement qui n'a pas de contre-indication de fétotoxicité, qui ne va pas entraîner de malformation pour l'enfant. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une grossesse avec une maladie auto-immune avec un traitement. Effectivement, certains traitements qui sont encore aujourd'hui indispensables sont encore à risque de baisse de la fertilité, tout à fait. Christina demande où ça en est, concernant la recherche par rapport aux maladies auto-immunes. Nicole? Ça avance. Ça avance? Ça avance. Non, je suis contente de le dire, ça avance. Ça avance peut-être doucement, mais les choses ont beaucoup évolué. Moi qui suis atteinte depuis 1987, les choses ont vraiment... la prise en charge déjà est beaucoup plus rapide, contrairement à avant. Et puis les traitements sont efficaces aussi. On arrive quand même à stabiliser le lupus relativement vite. Au départ, il fallait quand même attendre au bout d'une année pour que le lupus soit calme. Et là, au bout de 3 à 4 mois, si le traitement est pris convenablement, il y a un suivi régulier, on arrive à stabiliser la maladie. Oui, pour moi, je pense que le Dr Elohimi peut confirmer que ça avance doucement, oui. Je confirme aussi que la recherche médicale est très intense sur ce sujet. Alors c'est aussi parce que c'est bien sûr un marché important. Les labos pharmaceutiques sont des entreprises qui réfléchissent aussi en termes d'activité. C'est un domaine, les maladies auto-immunes, ça touche énormément de patients. Et donc maintenant il y a une activité, une recherche forte. Alors il y a aussi eu de grandes avancées grâce à des nouvelles générations de traitements qu'on appelle les biothérapies, qui ont permis en fait de pouvoir cibler dans le système immunitaire la partie défectueuse. Alors qu'avant on donnait des traitements historiques qui sont encore utilisés, qui sont très efficaces, comme les corticoïdes, le méthotrexate, qui vont avoir un effet général sur le système immunitaire. Donc c'est très bien, mais des fois ça c'est un effet qui est trop vaste. Alors que là, on est passé à une nouvelle génération de traitements, on va pouvoir cibler que la partie défectueuse, donc on cible qu'une seule partie, on a moins d'effets secondaires et on arrive à neutraliser la maladie. Ça a été la nouvelle génération de traitements depuis les années 2000-2010 et on est encore dans cette phase-là avec maintenant tous les ans des nouvelles molécules qui sont testées et on arrive à avoir une condition où maintenant on a 10-15 molécules nouvelles disponibles dans les maladies auto-immunes et donc c'est vraiment très nouveau, très agréable pour les patientes. Claude demande si les maladies auto-immunes sont-elles héréditaires? Alors non, ce n'est pas une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie génétique. Il y a bien sûr une composante génétique dans une maladie auto-immune. On dit que le rôle génétique est pour 10 à 20%, le rôle environnemental 10 à 20%. Dans le lupus par exemple, le stress comme l'a souligné Nicole, l'exposition au soleil, l'environnement autour de la patiente joue beaucoup, l'alimentation, la qualité de vie et bien sûr un côté hormonal parce que c'est comme beaucoup de femmes qui sont touchées, c'est aussi ce côté-là et donc effectivement des jumeaux ont une concordance de maladies auto-immunes plus importante mais ce n'est pas une maladie qu'on transmet de manière systématique à ses enfants. Quand on a des enfants, ils ont un petit peu plus de risque d'avoir une maladie auto-immune mais c'est pas une transmission dominante comme on a l'habitude dans les maladies génétiques où on a 50% de chances que son enfant ait une maladie. Là c'est différent, c'est beaucoup plus faible. Nicole, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Santé 10. Ça a été 8. On voudrait savoir donc comment se porte l'association. On a bien compris que vous avez repris du service. C'est une façon de dire, parce que vous ne vous êtes jamais arrêté de travailler. Vous avez travaillé autrement, mais là, ça a vraiment repris et donc il y a des projets, il y a des choses qui vont se faire incessamment sous peu. Ah oui, d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, on participe à Femina, en fait une adhérente
participe à Femina Adventure. Donc elle va porter l'image de l'association. Elle est atteinte de la maladie du lupus et elle s'est lancée un défi de participer à un trail sur 5 jours. Donc on l'a accompagnée, donc on sera à ses côtés avec elle. Donc déjà ça, on aura aussi des activités, beaucoup d'ateliers particulièrement, pour pouvoir justement réduire ce stress qu'on a effacé, on va évacuer même, on va dire, ce stress qu'on a accumulé pendant tous ces mois derniers, avec une naturopathe et également une sophrologue qui va nous apprendre à gérer justement le stress et puis retrouver la confiance qu'on a perdue pendant cette période-là. On va participer à la semaine nationale de l'handicap. Donc on participe à la campagne de l'handicap invisible, puisque la maladie du lupus est reconnue entre maladie invalidante et handicapante. Et il y a la forme invisible et visible. Donc on sera présent sous ce projet. Et quoi d'autre, Valérie? Et puis quand même pour qu'on puisse se retrouver, des ateliers un petit peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus gai, parce que bon, ben, c'est quand même important de se retrouver, de rigoler un petit peu, de partager des petites choses, ça fait du bien au moral, ça fait du bien dans la vie de tous les jours. Donc on a en prévision des petits ateliers comme des ateliers sur le mari-tête, ce genre de choses, pour qu'on puisse se retrouver, le maquillage. Voilà, pour qu'on puisse se retrouver et passer des petits moments, de bons petits moments ensemble. Alors si quelqu'un qui nous regarde ce soir a envie de se rapprocher de l'association, comment devons-nous faire ? Ben, tout simplement, nous contactons Valérie ou moi-même au 06 90 63 19 36 et je laisse Valérie nous et 06 90 67 84 73. D'accord. Vous êtes aussi sur les réseaux ? Sur Facebook, oui, uniquement. Instagram aussi. Oui, également. On tape tout simplement Association Lupus, on nous retrouve assez facilement. Voilà. On arrive à la fin de l'émission, on va faire un petit tour comme d'habitude pour le petit mot de la fin. Habituellement on dit les femmes d'abord, mais là on a un seul monsieur avec nous, donc on va commencer par le docteur Elbourimi. Déjà on vous dit merci docteur, une fois de plus vous avez répondu à notre invitation, on tient vraiment à vous remercier. On sait que la route a été longue, quand on a déjà travaillé toute la journée et qu'il faut arriver ici, qu'on sort du CHBT et qu'il faut arriver à Canal 10, en plus il arrive toujours bien avant l'heure. Donc on aimerait vraiment vous remercier, toute l'équipe de Canal 10, puisque à chaque invitation, eh bien, vous essayez toujours de vous organiser, d'être avec nous. Merci pour ça. Ah ben c'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie de votre travail. C'est essentiel de pouvoir aider un petit peu les médecins, les hôpitaux, les associations. Donc merci pour votre invitation. Puis comme je voulais redire encore, là, comme vous l'avez démontré là, à l'instant, tout le travail que vous faites, tous les projets, super. Donc moi je remercie aussi l'association Lupus Guadeloupe de tout ce qu'elles font au quotidien. Bravo à elles. Merci. Merci docteur. Valérie, un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin, qu'on continue à prendre soin de soi, rester à l'écoute de son corps, très important, et je vais terminer, je trouve pas la phrase. Non, reprendre simplement le slogan de l'association, mais ensemble on est plus fort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas seul. Donc nous sommes là pour vous aider. Donc venez nous rejoindre et venez participer à nos nombreux projets avant la fin de l'année. Merci Nicole, merci Valérie, merci docteur. Moi j'aimerais vous dire que jeudi prochain, eh bien, il n'y aura pas votre émission Santé 10 de manière exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit en début d'émission, toute l'équipe de Canal 10 sera au cœur de cet événement, le Tour de la Guadeloupe. Et bien entendu, ce sera tout un programme pour vous, sportifs, pour vous, fanatiques du Tour de la Guadeloupe. On va donc se retrouver juste après le Tour, le jeudi, après le Tour de la Guadeloupe. Merci à mon collègue Yann, à la réalisation. Merci à toute l'équipe de Canal 10 qui travaille avec acharnement pour vous donner un super direct sur ce Tour de la Guadeloupe. Mais moi, je vous donne rendez-vous très, très vite
pour votre émission Santé 10. Un petit coucou particulier à la famille Moradel ce soir, particulièrement Carole Moradel. Son message est arrivé, je le lui dis en direct et donc je vais m'en occuper. Voilà. Merci à vous, merci Lisa Rodriguez, merci à toute l'équipe et puis je le redis encore, soyez à l'écoute de votre corps et nous on se donne rendez-vous prochainement pour votre émission Santé 10 parce que votre santé est une priorité.